Bien, Bonjour à tous. bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, notre thème c'est Ego or not ego. On va donc parler Exactement. de l'ego parce qu'en fait, on s'est posé beaucoup de questions avec JP, on a eu beaucoup de réflexions sur ce thème-là. C'est un thème dont on entend beaucoup parler. Je pense qu'on en a déjà parlé un peu avec vous, mais c'est un thème suffisamment important pour, euh, pour y revenir et avoir d'autres angles parce que c'est vraiment assez déterminant. Et alors peut-être en attendant que tout Que le tout monde le monde arrive, arrive. peut-être vous pourriez nous dire, ceux qui sont là, qu'est-ce que c'est pour vous l'ego en fait? Qu'est-ce que ça représente? C'est assez important justement pour commencer de savoir euh, qu'est-ce que ça signifie. Parce que finalement, on a eu envie d'aborder ce thème de l'ego parce que finalement, tout le monde met un peu tout ce qui ne va pas sur le compte de l'ego. Dès que quelque chose ne va pas, dès que quelque chose est trop, dès que quelque chose n'est pas assez, c'est soit le manque d'ego, soit il y a trop d'ego, soit ça nourrit l'ego, on a tous de grandes formules pour finalement ce qu'on se disait tout à l'heure. Ça permet de nous cacher derrière quelque chose, je Voilà, pense. fuir nos Ouais. responsabilités. C'est exactement la chose avec laquelle je me suis énervé un petit peu ce matin sur les gens qui s'en remettent à l'univers, à la loi d'attraction comme ça, à bras le corps. Et je vous l'ai déjà dit, Ce matin. un petit peu tout seul dans mon coin. J'ai un peu d'effet, le gars. Finalement, pour moi, c'est ne pas être responsable. C'est se déresponsabiliser de ce qui arrive. Non, mais ça arrive pas, donc voilà. Je l'ai mis dans l'univers, puis si ça arrive pas, ça arrive pas. Pour moi, il y a une forme de déresponsabilisation là-dedans, et on s'aperçoit aujourd'hui que beaucoup de gens voudraient bien que ça change dans leur vie, mais très peu sont prêts, eux, à être le vrai acteur de leur changement. Oui, le moteur. Le moteur, l'acteur, l'initiateur. Modification, Exactement, l'insuffleur. Ouais. Donc on aimerait que vous nous disiez en commentaire, qu'on voit si ça fonctionne. Je vois que vous êtes neuf, donc déjà allez-y, n'hésitez pas à envoyer des petits likes en quantité, de façon à ce que notre ami Facebook pense que nous sommes des stars. Mais et puis aussi, comme je le dis toujours, si chacun d'entre vous partage une fois ce live dans sa page, eh bien ça va permettre de toucher plus de monde et finalement de donner du contenu gratuit comme on vous donne. On essaye une fois par semaine. On va s'y tenir. On est en train de travailler sur des projets. Voilà, on est dans notre maison de campagne. Derrière, c'est la cuisine. On a essayé de mettre un petit peu un truc, une ambiance sympa comme ça avec les fauteuils. Et on est en train de vous préparer plein de choses pour la rentrée. On a travaillé sur tout ce qu'on voulait qui soit prêt pour la rentrée. Donc là, on commence déjà à être une douzaine. Donc on va pouvoir attaquer notre sujet. Notre thème du jour, le fameux ego. Alors, qu'est-ce que c'est l'ego? Et toi, tu as travaillé, toi. J'ai vu que tu avais travaillé là cet après-midi sur l'ego. Tu as lu des trucs. J'ai lu pas mal de choses sur l'ego parce que c'est quelque chose d'assez passionnant, en fait. Mais en fait, l'ego, c'est simplement, c'est le moi-je, en fait. Donc, c'est finalement un sentiment d'exister. C'est ce qui détermine l'existence de l'individu, en fait, qui va le rattacher à quelque chose. Et l'ego, ce qu'il veut, lui, ce qui l'intéresse, c'est ce désir de finalement d'être en avant, de posséder, de dominer, de je veux, je voudrais, etc., etc. Donc, il veut ce qui est agréable et il lutte contre ce qui est pas agréable. Donc, c'est vraiment quelque chose de très qui nous prend et qui nous mène. Mais ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est que c'est très, malgré tout, dans tout ce que je lisais, je me rends compte que l'ego, c'est illusoire, en fait. C'est juste une impression. C'est l'idée, si j'ai retenu ce que tu m'as dit tout à l'heure, et chose qu'on dit assez souvent, c'est l'idée que l'on a de nous-mêmes, c'est la représentation que l'on se fait de nous-mêmes. Et à la fois, n'oublions pas que ego, ça veut dire je. Donc, finalement, on a d'un côté des gens qui sont beaucoup dans la spiritualité et puis qui parlent de se reconnecter à soi. Et moi, j'aimerais qu'on me parle de la différence, que vous me disiez un petit peu la différence qu'il y a entre le soi, le moi et le je. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique ça, parce qu'on est là à vanter les mérites de se reconnecter à soi, mais dès que l'on dit je ou que l'on s'exprime en son nom, on parle de l'ego qui parle, de l'ego, de l'ego, de l'ego. Et finalement, se reconnecter à soi, c'est quoi? Donc, c'est quoi la différence? Ça serait quelque chose qui m'intéresserait d'avoir de votre part. Alors, j'aimerais bien que vous fassiez quelques petits commentaires, que l'on voit si, au moment où je le dis, au miracle de la technologie, Manuel nous a rejoint. Donc, bonjour Manuel, salut. Ça serait bien que tout le monde se manifeste. Donnez-nous un peu votre
idée de l'ego. C'est quoi l'ego? Est-ce que vous considérez, vous, que vous avez un ego équilibré ou est-ce que surdimensionné ou sous-dimensionné? D'ailleurs, à ce sujet, moi j'aimerais que tu leur dises comment on les appelle, nos fameux égos, quand l'ego ne fonctionne pas bien. On va être clair avec vous. Bah, c'est comme tout. C'est comme tout. Il faut être dans l'équilibre. Exactement. Et ça, alors là encore, je vais démonter une théorie fumeuse de plein de gens. Être dans l'équilibre, c'est pas être immobile, c'est pas être dans le statu quo, c'est pas être moyen, c'est pas être gris. Être dans l'équilibre, ça veut dire qu'on est sans arrêt en train de ramener des choses, parce que l'équilibre, c'est la juste répartition des forces. Ça ne veut absolument pas dire qu'on est immobile, ça ne veut pas dire que c'est statique, c'est la juste répartition des forces. Et c'est de ça dont on parle. Ouais, parce que quand on est statique, on exactement. est mort, en fait. Ouais, voilà. Finalement, l'équilibre, c'est une permanence, on recherche en permanence l'équilibre, il peut être très petit, mais c'est comme quand on est sur un rondin de bois ou sur un truc comme ça, et on essaye de trouver l'équilibre en permanence, on arrive à ça. Ok, donc on a une première remarque et je me frotte les mains à l'avance de le lire parce que de loin, j'ai vu que ça allait être gentil. L'ego, alors Pénélope nous dit, l'ego fausse tout, non maîtrisé, il nous empêche de se connecter, alors, de se connecter à sa conscience supérieure, la source. Tu aurais dû commencer ta phrase en non maîtrisé, l'ego fausse tout. Parce que c'est ça que je reproche à tous les intervenants dans le coaching, tous les intervenants en spiritualité, c'est que vous commencez mal vos phrases. Et ta phrase, elle est excellente si juste tu mets non maîtrisé en premier. C'est-à-dire que tu es en train de dire pourquoi dans ce cas-là, l'ego fausse tout. Parce qu'il n'est pas maîtrisé, parce qu'il est surdimensionné, parce qu'il est sous-dimensionné. N'oublions pas de parler des gens qui n'ont pas d'ego du tout. Parce qu'on parle beaucoup de surdimensionné en fait. La plupart du temps, on parle vraiment de sur-ego, on va dire. Bah oui. Mais alors, on n'a pas parlé des petits mots, mais on en parle. Alors, les petits mots, oui. Alors, non, mais parce que le commentaire, merci beaucoup, Pénélope, le commentaire était excellent. Et on va y revenir. Et bien, et c'est vrai ce que tu dis, sauf qu'il y a une petite tournure de phrase à mettre différemment. Et alors là, tu tapes très fort si tu fais ça. Ça devient une toute autre phrase. Elle tape déjà très fort. Elle tape déjà très fort. Mais là, c'est-à-dire que en plus, tu te poses de façon vraiment autoritaire, entre guillemets, c'est-à-dire, c'est puissant ce que tu dis à ce moment-là. Juste ça. C'est pas grand chose, hein. C'est juste une tournure de phrase. Comme quoi, vous voyez que c'est important. Donc, les petits noms. Alors, on a trouvé en fait deux petits noms pour on va dire l'ego très dimensionné et l'ego pas assez. Et donc, c'est assez simple, hein, c'est hyper et hypo. Donc, on a hyper-ego et hypo-ego. Voilà. J'avais pensé vous faire des... Oui, qui sont dans un bateau. Donc, ego pousse hyper, qui est-ce qui reste? Et puis, qui perd gagne. Donc, si on pousse hyper, il y perd. Excusez-moi, je fallait que je la fasse, c'est très mauvais, mais je sors d'un week-end avec un ami qui a un très mauvais humour et il a déteint sur moi. Donc oui, on a trouvé hypo, hyper, et moi je réfléchissais à une petite image avec un hippopotame pour l'hypo-ego, quelque chose comme ça. Et l'hyper, alors tu fais quoi? Je lui avais pensé à marquer hyper-marché au-dessus d'un hyper-marché, hyper-ego au-dessus d'un hyper-marché, voilà, j'avais pensé à ça. On est loin de la spiritualité là, vous voyez, pourquoi hyper-marché. Ils font leurs courses aussi, non, les gens qui... Les gens qui vous sentez spirituel, faites-vous vos courses? Moi, je crois que oui. Ça aussi, c'est peut-être un sujet qu'on pourra aborder, démystifier un petit peu la spiritualité, la profondeur, en pensant qu'il n'y a qu'une catégorie de personnes qui y ont accès. Alors moi, j'ai envie de revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur la différence entre le moi, le je, le soi. Oui. Moi, ce que je ressens personnellement, c'est que quand on parle de la connexion à soi, pour moi, c'est la connexion, c'est un peu ce que disait Pénélope, c'est-à-dire c'est vraiment la connexion à la source et la connexion à, pour moi, le soi, je le différencie du moi par presque le cœur ou l'intuition ou effectivement cette fameuse source dont tu parles, qui est vraiment l'intériorisation la plus profonde. Et le moi, le je, voilà, c'est vraiment l'expression de l'ego. Oui, donc c'est le mental plus. Bon, ça c'est ma version à moi, donc vous n'êtes pas forcément d'être d'accord, mais moi, je le ressens vraiment comme ça, la différenciation entre le mental qui va nous faire faire, qui va nous faire penser des choses et avoir envie de choses, et puis le cœur, l'intuition, la source à l'intérieur, qui est plus le soi. Je vois qu'on est 20, vous êtes 20 à être connectés. J'aimerais bien avoir votre avis. Il y a Marie qui est arrivée qui nous dit coucou. Il y a Canel qui est arrivé qui nous dit bonsoir. Moi, j'aimerais bien avoir votre ressenti, tout comme Pénélope l'a donné, je la remercie encore d'ailleurs, votre ressenti sur l'ego, sur est-ce que vous aussi vous utilisez ce mot-là comme ça et c'est toujours négatif. Est-ce que vous avez cette conscience que l'ego est important et qu'on peut pas le tuer parce que finalement si vous tuez l'ego vous vous tuez et il y a quelque chose dans justement chercher à être dans l'équilibre et
à œuvrer, ce qu'on disait un petit peu, à œuvrer au service, c'est-à-dire que au service d'une coopération, parce qu'aujourd'hui on est de plus en plus dans une société qui change, comme vous le savez. On peut plus se permettre de rester dans son coin, en fait. On peut plus rien faire sans se préoccuper d'autrui. En tout cas, c'est vraiment comme ça nous qu'on voit les choses. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de monde autour de nous qui font des choses à leur niveau. C'est tout petit des fois. Ça peut être au niveau de solidarité humaine, ça peut être des choses sur la bioécologie, ça peut être des trucs. Tout ça, c'est pour faire émerger une nouvelle société de coopération. Donc, l'ego, en fait, moi j'ai envie de dire que l'ego dans tout ça est super important parce que c'est ça qui va nous permettre d'être créatifs, de poser des actions, d'avancer. Donc quelque part, il est super important. Mais peut-être que la distinction, ce serait de dire que l'ego finalement est super important et super intéressant à partir du moment où il est mis au service d'autrui. C'est-à-dire que si vous êtes… Ce que dit Marie, pour étayer ce que tu racontes, elle dit ego, c'est nous, c'est eux, c'est tous. Donc j'entends que effectivement le jeu est au service du nous. Et pour aussi alimenter ce que tu dis, nos deux formateurs, Luli et Marco, ont une définition, ont une approche du jeu qui est assez intéressante. Ils parlent du grand jeu. Le grand jeu, c'est la partie la plus puissante, la plus alignée avec nos valeurs, la plus ancrée que l'on est en nous. C'est le moment où on est le plus connecté, on est dans notre grand jeu. Et finalement, c'est quand on est dans notre grand jeu qu'on peut se mettre au service du nous, seulement à ce moment-là. Parce que un jeu médiocre ou un petit jeu qui va se mettre au service des autres ne va rien apporter. Et c'est quand on se met dans notre plus grande brillance, donc dans notre plus grand jeu, j'aime bien qu'ils abordent ça comme ça. Et là, le jeu se met au service du nous, notamment dans la relation, par exemple. C'est intéressant le jeu quand il se met au service du nous. Mais le nous, c'est je plus je. Ce n'est pas juste nous. Donc, en fait, il y a trois personnes dans une relation, vous le savez. Hein, c'est je égale nous. Et ben, c'est pareil quand on va aller dans une société. C'est pareil quand on va aller dans une communauté. C'est quand on est en train de co-créer, quand on est en train de coopérer, comme tu disais tout à l'heure. L'important, c'est que chacun se mette dans son plus grand jeu sans jugement, sans penser que c'est de l'ego, sans penser que c'est de la vantardise, sans penser ceci, parce que on entend partout que l'ego est mauvais. Et rappelez-vous que ego, ça veut dire je. Donc, c'est de veiller non pas à ne pas avoir d'ego, mais à avoir un ego qui va se mettre au service d'une plus grande cause, de quelque chose de plus grand que vous-même. À ce moment-là, vous sentirez que c'est tout à fait bien placé et que c'est ce qui va vous permettre d'avoir un impact et finalement de faire apparaître votre leadership. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, en fait, souvent on se dit mais l'ego, il faut l'éradiquer, il faut se battre contre l'ego, etc. Et ça sert strictement à rien de se battre contre, en fait, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'illusoire, c'est une impression. Donc finalement, on ne peut pas se battre contre quelque chose qui n'existe pas, qui est illusoire. C'est juste, c'est comme si on se battait finalement contre soi-même, contre son ombre, parce que c'est notre ego qui va combattre l'ego, qui décide qu'il faut combattre l'ego. Donc finalement, c'est un truc sans fin. Donc au contraire, il faut reconnaître cette chose-là et travailler avec. Et c'est ça qui va nous faire avancer, qui va nous permettre justement de le mettre au service des autres, d'évoluer nous-mêmes, de nous transformer nous-mêmes pour pouvoir aider les autres à se transformer. Exact. C'est exactement ça. J'ai affiché le commentaire de Pénélope qui nous dit Eckhart Tolle en parle très bien dans Le pouvoir du moment présent. Ouais. C'est vrai. Alors moi, je vous encourage à lire effectivement ça, à en lire d'autres parce que il y a toute une somme d'avis, puis de lire aussi des livres plus scientifiques qui justement eux ne disent pas que l'ego est mauvais et que c'est pour moi c'est un raccourci. C'est trop facile de dire qu'une chose est responsable de tout. Je crois avant tout que nous sommes, nous, responsables de comment on va être perçu. Même si, effectivement, dans la perception, il y a l'autre qui rentre en jeu, n'oubliez pas que le premier millième de seconde de la perception de l'autre, c'est l'impact que vous avez sur lui. Et c'est ce que vous êtes en train de dire, en train de faire, en train de montrer, qui crée cet impact-là. Donc, on a une partie de responsabilité. Et pour rebondir là-dessus aussi, je pense que justement, si on n'a pas assez d'ego, à l'inverse, parce que si on dit, moi, l'ego, c'est pas bon, il faut le combattre, etc. Si à l'inverse, on n'en a pas assez, justement, donc on renonce à ça, quelque part, oui, c'est-à-dire, c'est ce mot-là, c'est renoncer. C'est les gens qui, finalement, se mettent ils disent que le moi est haïssable, en fait. Ils supportent pas les gens qui vont s'occuper d'eux-mêmes. Ils ont l'impression qu'ils sont égoïstes, égocentriques, s'ils s'intéressent à eux, donc à je. Donc, ils vont rejeter ça. Et ils vont plutôt être dans une sorte de renoncement. Ça peut être un renoncement. Exactement. Ça peut être quelque chose justement d'à l'inverse. Et
Et comme on a besoin justement de partager, de faire profiter tout le monde, si on renonce, ben finalement, on a l'impression qu'on n'est pas acteur quelque part. On subit des choses plutôt qu'on agit. Oui, exactement. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a voulu identifier ce qu'on appelle l'hypo-égo et l'hyper-égo. Parce que à chaque fois qu'on me parle de l'ego, c'est arrivé plusieurs fois, et chaque fois j'ai fait cette réponse. J'ai dit, mais tu es en train de dire, là c'est l'ego qui parle. Et moi j'ai envie de te dire, c'est le sur-ego qui parle. Et à chaque fois, à chaque personne, je dis, pourtant les personnes du développement personnel, on m'a répondu, ah c'est intéressant ce que tu dis, je l'avais jamais vu comme ça. Et effectivement, on a mis dans notre vocabulaire un mot ego, et on l'a utilisé pour souvent déprécier les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est à chaque fois qu'on le fait, on est en train de se parler à soi-même et de dire que tu peux pas t'utiliser toi, ou tu peux pas être en avant, ou tu peux pas être crédible, ou tu peux pas être ceci. Finalement, on est en train de soi-même se mettre un couvercle quand on dit ça, et de s'empêcher d'être qui on est profondément. Et je sais que tous vous derrière là, vous êtes brillants aussi, vous avez de la brillance, et ça peut vous empêcher de laisser votre brillance éclater. C'est ça qui est important, c'est de pouvoir laisser votre brillance sortir, votre brillance éclairer les autres. Et ce que j'ai envie de dire pour rebondir, c'est que justement si on fait ça, c'est-à-dire que si on passe notre temps à renier l'ego, en fait on est en train de lui donner une existence propre à cet ego, alors qu'en fait il n'en a pas, c'est purement illusoire comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est un processus l'ego, c'est pas quelqu'un quoi finalement. Et à force de le mettre en avant, de dire l'ego fait ci, l'ego fait ça, ça devient une personne, ça devient quelqu'un qui a une existence propre, ce qui n'est pas le cas. Non, pas du tout. On en fait un personnage, alors on peut en faire un personnage pour l'expliquer, mais à un moment donné, on en fait un personnage à l'intérieur de nous, alors que c'est simplement finalement un ressenti. C'est une perception, une perception d'où est-ce qu'on se place dans notre monde à nous, dans notre monde à nous, où est-ce qu'on se place, à la hauteur où on se place. Et l'hyper-égo, lui, se passe très au-dessus, et puis évidemment, ça va donner des gens qui peuvent être arrogants, qui peuvent être suffisants, qui peuvent être supérieurs. Qui ont besoin de pouvoir, qui ont besoin de posséder, qui ont besoin de... Exactement. Et là encore, on mettra un bémol parce que, par exemple, si on prend des sportifs de haut niveau, vous savez que j'ai été sportif de haut niveau, donc je peux en parler aussi facilement, mais si on prend un Roger Federer ou un Rafael Nadal, qui sont des joueurs de tennis mondialement connus, n'auraient jamais été à ce niveau-là si à un moment donné, l'univers tout entier n'avait pas tourné autour d'eux. Parce que le seul moyen d'être à ce niveau-là aussi longtemps, c'est que tout ce qui est fait pour eux. Et là, on est dans un contexte encore différent. Alors, ils ont un ego surdimensionné, mais au service de quelque chose qui est l'atteinte d'un sommet, de gagner, d'être numéro 1 mondial, etc. Et ça ne veut pas dire que pour autant, certains vont l'être. Mais moi, je prends Rafael Nadal, c'est quelqu'un qui est très humble, qui a beaucoup d'humilité, mais il a un ego surdimensionné pour être au top dans son domaine. Mais il a su, quand il sort de ce contexte-là, où c'est nécessaire pour lui s'il veut réussir, tout doit tourner autour de lui. Quand il en sort, il sait être humble. Toi, tu peux en parler parce que tu as l'occasion de rencontrer. C'est quelqu'un qui est poli, qui est patient, qui est gentil, qui est tout l'opposé de ce qu'il est sur le terrain. Il est pas hargneux, il est doux. Et donc, vous voyez bien que c'est toujours le contexte aussi qui va servir ou desservir l'ego. Et quand on sait, sorti du contexte, revenir à un niveau d'humilité suffisamment grande, vous êtes toujours vous-même, donc c'est toujours je qui parle, mais c'est je réadapté au contexte. Voilà, c'était important de... Et tous ces gens-là, en fait, que tu parles des sportifs par exemple, il y en a pas mal qui finalement effectivement ils mettent leur ego en avant pour une seule cause, pour arriver, pour être le meilleur, pour être le premier et continuer. Mais en même temps, pas mal de ces gens-là arrivent à utiliser finalement ce qu'ils vont gagner, ils vont créer des fondations, ils vont mettre ça au profit d'eux, donc ils vont réinjecter de l'argent dans la société pour les autres. Donc ça aussi c'est important. Pourquoi pas finalement avoir son objectif et son truc, et dans ces cas-là, il faut quand même un petit peu d'ego, pas mal pour avancer et penser à soi avant les autres, c'est-à-dire oublier les critiques, ne pas faire attention à tout ce qu'on dit, etc. Ça c'est important aussi. Parce que si on prête attention à tout ce que les gens disent, ou on dit tu vas pas y arriver, etc., on n'arrivera pas au bout. Mais si derrière, on a... Alors, je t'interromps parce que Pénélope, pour avoir été sportif de haut niveau, je peux te dire que les sportifs qui réussissent ont un ego surdimensionné. Le gars, j'ai fait du handball. Parce qu'elle a dit quoi, Pénélope ? Non, parce qu'il a dit, ce n'est pas parce qu'on est sportif de haut niveau qu'on a un ego surdimensionné. Moi, je te parle des sportifs
de haut niveau qui sont au top du top. Et si tu le replaces dans chaque équipe, il y a toujours un sportif de haut niveau dans chaque équipe, même en départemental. Et pour parler du handball, les gars qui ressortaient du lot et les gars qui étaient repérés, c'était ceux qui mettaient beaucoup de buts. Et le gars qui mettait beaucoup de buts, quand il interceptait un ballon, il faisait pas de passe. Il allait au bout. Et souvent, c'était des gens qui avaient beaucoup de déchets dans leur shoot, mais qui mettaient quand même beaucoup de buts. Et c'est eux qu'on retenait. Et ils avaient très bien perçu que pour être sélectionnés dans les équipes de jeunes, sélectionnés dans les équipes nationales, il fallait être performant en termes de buts. Donc c'est en ça que je te dis que ceux qui réussissent, quand je dis égaux surdimensionnés, ça veut dire que tout tourne autour d'eux. Tout ce qu'ils font est à leur service à eux. Ils pensent d'abord à leur service à eux et ensuite, et là je prends un sport collectif volontairement parce que dans le tennis c'est un peu différent, Ouais. mais dans le sport collectif, ils pensent d'abord à eux avant de penser au service de l'équipe. Pour moi, avoir été très altruiste, je pensais avant tout à donner le ballon à celui qui était devant moi avant même de penser au fait qu'en marquant un but, j'allais pouvoir ressortir du lot. Et pourtant, je jouais ailier, donc on est censé partir vite devant, mais j'ai toujours eu ce côté de être au service de l'équipe avant d'être à mon propre service. Sûrement pour ça que je ne suis pas allé en équipe nationale et que je n'ai pas été plus haut, parce que j'avais cette conception-là du sport. Et alors il en faut, évidemment, dans un sport collectif, c'est un peu différent. Il faut de tout. Il faut des gens qui vont être au service de l'équipe complètement, et puis des gens qui vont effectivement avoir cette notion de tout faire tourner autour d'eux pour réussir. Il n'y a pas de problème. On n'est pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal. On est en train de faire des distinctions. Et puis j'avais vu un autre commentaire de toi, Pénélope. Ça serait intéressant que tu nous dises que tu veux rectifier par rapport à tout ce qu'on a dit, parce qu'on a dit pas mal de choses. Et ce serait intéressant de savoir ce que toi tu penses et comment tu voudrais rectifier. Parce que rectifier, ça implique que c'est faux. Donc, c'est de savoir. Apporter des compléments. Complémenter, alors. Je sais pas si ça se dit complémenter, je ne suis pas sûr. Enfin, peu importe. Donc, effectivement, et vous voyez que dès qu'on parle d'ego, dès qu'on parle de jeu, il y a beaucoup de chahutage. Nous, ce qu'on veut vraiment dire, c'est que ce que j'ai envie de dire, c'est en fait, ça me fait penser à un truc, c'est effectivement, parce que je réfléchissais en même temps que tu parlais sur, ok, mais alors c'est presque antinomique, on dit, les sportifs de haut niveau, pour y arriver, il faut qu'ils soient, ils aient un ego surdimensionné, puis de l'autre côté, on dit que c'est pas forcément bien, etc. Et en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est effectivement cet équilibre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir jouer avec les deux. Il faut savoir jouer avec son ego, parce que c'est important pour avancer, pour arriver où on veut, pour faire mettre en action les choses qu'on veut mettre en action. Et puis de l'autre côté, c'est réussir à se connecter à soi, donc à sa source, on parlait Pénélope tout à l'heure, vraiment l'intérieur, utiliser ce qui vient, et après mettre l'ego en action pour avancer, pour mettre en action ce qu'on a ressenti, l'intuition, ce qui est venu, etc. Parce qu'à un moment donné, ce qui vient, bah, il faut le mettre en action, sinon ça reste purement des rêves et des choses qui sont dans l'esprit. Bah, enfin, je sais pas, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Moi, c'est un peu ce qui me vient quand je t'entends. Surtout sur le sportif de haut niveau, ça m'a frappé parce que. Oui, mais c'est parce que c'est pas bien ou mal en fait. C'est pas bien ou mal. C'est à prendre en compte par rapport au contexte. Il y a des moments où effectivement, comme on reprend Roger Federer, ne penser qu'à soi toute la journée et que tout ce qui se passe dans son milieu professionnel ne tourne qu'autour de lui, c'est indispensable pour qu'il soit à ce niveau-là. Donc effectivement, quand on le regarde, on peut dire ce gars-là, il a un ego surdimensionné, ce qui est vrai dans ce contexte-là. Après, ce qu'il faut regarder, c'est quand il sort de ce contexte-là pour aller, par exemple, dans la famille, dans les communautés, dans ses communautés, pour aller à d'autres endroits, est-ce qu'il est capable de redescendre et de redevenir à un niveau, je veux dire, altruiste, où on va s'occuper un peu des autres. Et je pense que justement, le fait que ces joueurs de très très haut niveau fassent des dons dans des associations, fassent des œuvres caritatives, amènent de l'équilibre dans leur vie. Et je pense amène cette sensation aussi d'être au service d'eux, quelque chose de plus grand qu'eux. Donc ils équilibrent. Ouais, ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup de gens qui les suivent, qui les adorent, etc. Il y a quand même un truc intéressant, c'est que dans ces sportifs, moi je l'ai vécu effectivement au niveau de l'équipe de France de tennis, Coupe Davis, etc. Et puis donc en individuel, c'est pareil. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence à arriver au sommet, pendant une compétition, pendant quelque chose d'important, souvent, ils lui interdisent de regarder les journaux, les médias, les choses comme ça, pour pas voir tout ce qu'on peut dire sur lui, pour qu'il soit pas influencé justement par des critiques et des choses, et qu'il puisse continuer son avancée vers je vais vers le meilleur, c'est moi, je vais gagner. Donc il est coupé finalement de tout ce qui pourrait le couper de cette route. Donc il est entièrement sur son ego à ce moment-là. Et effectivement, quand il sort de là, il doit se rendre compte qu'il y a autre chose autour, il doit entendre des choses, donc il doit pouvoir balancer, sinon il n'y arriverait pas de toute façon. Et toujours, de toute façon, quand on est élite dans quelque chose, on est capable d'être élite aussi
dans tout le reste de sa vie et on s'aperçoit des choses. Alors soit on veut les voir, Ouais. et à ce moment-là on fait comme ces gens-là, on va faire des matchs d'exhibition, on va faire des choses comme ça pour faire gagner de l'argent pour des œuvres, ou alors on le voit pas et là on devient, excusez-moi du mot, un gros con dans toutes les sphères de sa vie. On devient un gros con qui est mal perçu parce que il y a pas cette prise de conscience que il y a un besoin d'équilibre justement pour être dans son plus grand jeu. Pour répondre à Jean-Marie qui vient d'arriver, il dit c'est quoi l'ego? Est-ce que tu peux répondre à Jean-Marie? Ça fait juste 25 minutes qu'on en parle, Jean-Marie. Bienvenue. Mais j'aimerais bien avoir ta définition, Jean-Marie, de l'ego. Oui. L'ego, c'est ce qu'on disait au début, c'est comment dire, c'est le moi, c'est le jeu, c'est simplement le principe d'exister, de se définir en tant qu'être humain, en tant qu'existence propre en fait. Et c'est ce qui te permet finalement après d'exprimer des désirs. Il est attiré par l'ego, par le désir, tout ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon, il rejette ce qui est pas bon, il veut ce qui est bon. Donc c'est vraiment ce qui va tant vers moi je veux faire ci, je veux avoir ça, etc., etc. C'est vraiment ça l'ego. Voilà, j'espère Jean-Marie que ça sera une bonne définition pour toi. Et Jean-Marie, ce que je disais, si tu n'étais pas là au début, c'est que ce qu'on disait, c'est que l'ego n'était qu'illusoire en fait. C'est un processus, il n'a pas d'existence propre. C'est nous qui, au fur et à mesure, nous lui avons donné une existence presque en fait. Exactement, c'est vraiment une représentation. C'est exactement comme l'estime de soi. L'estime de soi, c'est très virtuel. C'est la valeur que l'on se donne à soi-même. Donc effectivement, l'ego, en fonction de la valeur que l'on va se donner à soi-même, la représentation qu'on va avoir de son ego va être différente. Ce qui peut, on n'en a pas encore parlé, mais de nos fameux hypo-égos, les hypo-égos, les hypo-égos qui eux, justement, tellement par peur de pouvoir être jugés, d'être accusés d'égoïsme. Et à ce sujet, d'ailleurs, j'ai une anecdote qui est assez exceptionnelle par l'impact qu'elle a eu. Lorsque on a fait notre première formation de groupe avec mon ex-associé, j'ai été associé de 2012 à 2014. Si je fais des gestes, ne vous inquiétez pas, il y a des mouches. On est à la campagne, hein, vous ne le voyez pas, mais c'est la campagne. Donc avec mon ex-associé, on fait nos premiers fondamentaux de la vie sublime. Et dans ces 2 jours, en fait, on travaille sur ce qu'on appelle l'archétype. Donc on essaye de donner à chaque personne un archétype qui va pouvoir les faire sortir de leur zone de confort. Par exemple, la personne qui n'ose jamais s'exprimer, ça va devenir celle qui va décider de où il mange le midi, comment il s'assoit dans la salle, c'est elle qui va décider pour le groupe. Vous imaginez comment elle va se sentir bien. Elle a une petite étiquette et chaque fois qu'elle réussit à honorer ce nouveau rôle, on lui met un petit trait, un petit bar. Le but, c'est pas qu'elle devienne autoritaire et à vouloir tout décider, c'est juste que si elle met 15% de ça dans sa vie, elle va être équilibrée et elle va voir les choses autrement. Et à chaque fois, conscience de ça. Exactement, c'est qu'ils prennent conscience que d'être un peu plus directif, ça va, pour cette personne-là, ça va améliorer sa vie, ça va mettre des choses nouvelles dans sa vie. Eh bien, il y avait quelqu'un en fait qui nous racontait que il donnait tout son temps, il était toujours disponible pour tout le monde, qui s'occupait pas de lui, etc., qui s'occupait toujours des autres. Et notamment, il en souffrait parce qu'il n'avait pas assez de temps pour sa famille. Et l'archétype pour lui est venu immédiatement. Je lui ai dit, tu vas être égoïste pendant 2 jours. Quand je lui ai dit ce mot-là, il a fait égoïste, mais c'est pas possible, ça a un nom que je hais, je ne peux pas. Je lui ai dit, tu te doutes bien, vu la réaction, que c'est pour ça que je te donne ce mot-là. Il a écrit égoïste sur le papier, il a eu du mal. Hein. Il a écrit égoïste sur la petite étiquette, il l'a posé là. Et ça n'a pas manqué. On est parti au repas du midi. Et au repas du midi, il est revenu après et il nous a dit « Je vous remercie de m'avoir donné ça. J'ai déjà pris conscience que si j'étais 10% plus égoïste, en pensant plus à moi, je verrais plus ma famille. » Donc rien que de donner ce mot là qui est égoïste, qui est pensé à soi, qui est s'occuper de soi. Alors égoïste, c'est ne penser qu'à soi, que c'est même pas égocentrique, c'est on pense qu'à soi, il y a que nous qui existons. Et c'est pas parce que, évidemment, il a mis ce mot-là sur lui qu'il allait devenir égoïste, tellement il était altruiste. Parce que l'altruisme à grand niveau, c'est aussi un défaut. Tout ce qui va aller dans l'excès va être un défaut, puisque ça va vous porter préjudice. Et lui, dans son cas, il était beaucoup trop altruiste. Et du coup, c'était un hypo-égo. Il n'avait pas du tout d'ego, il se mettait pas du tout en avant, il ne pensait pas du tout à lui, jamais. Et il n'était pas bien. Donc vous voyez bien que c'est pas une histoire d'égo, c'est une histoire de déséquilibre. Soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez. Et surtout, sorti du contexte. Ouais.
Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire sur l'ego. Donc vous mettez plus de commentaires, Ophélie. Donc bonjour. Ceux qui viennent d'arriver, on aimerait bien avoir votre avis. Pénélope, tu as disparu. Vas-y, dis-nous ce que tu penses. Tes interventions sont très bonnes, pas de souci. Hein. Nous, on aime bien quand ça interagit et puis quand il y a un petit peu de. J'ai vu quelqu'un parler du chaos tout à l'heure. C'est un truc qu'on aime bien nous. Donc qui est-ce qui parlait du chaos? Je l'ai vu tout à l'heure. J'ai vu le chaos, ou alors j'ai mal lu. Et il y a Marie qui nous dit ça va avancer comme ça ensemble. J'imagine que de qui tu parles, Marie, essaie de préciser. Un ego au service des grandes causes, mais je pense qu'il y a pour beaucoup une confusion avec l'égocentrisme. Tu en penses quoi, Sandra? Sandra, vas-y, l'égocentrisme. Oui, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'entre l'égoïsme et l'égocentrisme, c'est des dérivés encore de ce terme-là. Oui, il y a une confusion. L'égocentrisme, c'est plus dans le sens autour, voilà, dans le cadre des relations, il faut que ça tourne autour de toi. Et l'égoïsme, c'est vraiment le truc où tu t'intéresses à ta petite personne, peu importe les gens autour d'ailleurs. Oui, c'est ça, même pas autour. C'est vraiment à l'intérieur. C'est vraiment à l'intérieur. Donc voilà, encore une fois, moi, l'ego, c'est quelque chose dont on a besoin. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de ça. On a besoin d'avoir de l'ego. Sinon, on ne fait plus rien, on reste dans son coin et on médite en fait. C'est aussi ça un rapport aussi avec la confiance. Oui, pour reprendre ces sportifs de très haut niveau, si à un moment donné ils ne sont pas dans cette croyance que tout est possible pour eux et qu'il y a que c'est eux qui vont gagner, c'est eux qui vont y arriver, on doit tout faire pour que eux y arrivent. Ils vont installer un doute et vous savez comme moi que dès qu'il y a un doute, ce sont des Ferrari ces gens-là. Dès qu'il y a un doute, ça prend une proportion incroyable. Donc soyez attentifs au contexte quand on parle d'ego, quand on parle d'égocentrisme, d'égoïsme, c'est pas la même chose. Et là, effectivement, on parle plutôt d'égocentrisme dans leur cas, puisque tout tourne autour d'eux, ce qui est plutôt logique dans le monde du développement du sport de haut niveau, parce que effectivement, vu en plus les sommes colossales qui sont investies, il y a aussi cette dimension-là qu'on oublie, c'est que ce sont plus juste des sportifs, ce sont des produits. C'est triste à dire, hein, mais ce sont des produits en quelque sorte. Certains sont des produits, c'est-à-dire que c'est notamment dans le football où on achète les joueurs. Donc c'est très difficile dans ces milieux-là de garder une conscience et de rester équilibré, c'est-à-dire d'arriver à jongler avec ces downs et ces ups comme ça. Donc là, ça y est, vous vous êtes déchaînés, vous êtes revenus. Alors Ophélie, oui, on en a besoin. Le tout est de trouver un juste équilibre. Exactement, c'est ce qu'on disait. Ni surdimensionné, ni sous-dimensionné. Exactement. Donc hyper égo, hyper égo. Vous avez vu comme vous avez du mal à utiliser le mot égo dans vos phrases. Hein. C'est marrant. Pénélope qui dit « Je dois vous quitter, au plaisir d'approfondir en toute humilité. Je suis professeur de yoga et thérapeute holistique depuis 35 ans. Bye à tous. » Merci à toi. Merci Pénélope. À bientôt Pénélope. Ophélie, je dirais que l'ego est vraiment nécessaire en cas de danger survie. Oui. Bah oui, on pense à soi, c'est un réflexe. Entre autres, oui, mais pas que, mais oui, bien sûr. Oui, je suis sûre. Et en fait, donc, juste pour préciser quand même, ce thème-là nous a interpellés parce que on est aussi interpellés par. Là, j'étais en train de lire des articles dans un magazine que vous devez connaître qui s'appelle Inexploré de l'INRES. Et leur thématique, c'était coopérer vers demain, en fait, avec ce changement de monde, ce monde qui évolue et on est dans une société où justement il faut au contraire prôner le partage, la coopération, l'entraide, etc., plutôt que la compétition. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Voilà, c'est l'avenir. Et donc, du coup, c'était un peu la base de notre discussion, de se dire il faut commencer par la définition de l'ego et bien comprendre que l'ego est important, qu'il faut qu'il soit équilibré, comme vous disiez tous, voilà, mais qu'il faut savoir s'en servir à bon escient, justement, pour pouvoir avancer, pouvoir faire quelque chose, parce que aujourd'hui, je pense que j'avais lu aussi ça dans ce même magazine et ça m'a interpellée. Ils disent que aujourd'hui on a besoin on va dire ils s'appellent ça des militants existentiels, un truc comme ça, qui vont être des personnes qui vont pas faire seulement que méditer ou être dans la spiritualité dans votre coin et dans votre bulle à vous de bonheur, mais utiliser finalement votre envie spirituelle, votre connaissance, votre clairvoyance au service d'eux et mettre cette énergie-là au service de tous, quoi, de l'entraide et de l'évolution de la société. Et ça, je trouve ça effectivement intéressant parce que... Et tu voulais leur dire quelque chose par rapport à ça? Que nous, on va avancer en fait là-dessus et on va vous proposer différents thèmes à chaque fois qui vont dans cette logique-là
d'avancer vers une nouvelle société, une nouvelle transformation de la société. Dites-nous en commentaire l'idée que vous vous faites justement de la place de l'ego dans la collaboration, la co-créativité. Et nous, on va aller explorer. On a déjà notre avis, on a déjà nos idées, et on va aller explorer ça plus en profondeur. Alors, rappelez-vous aussi que vous pouvez revoir tous nos lives hein, sur la page à gauche. Vous cliquez vidéo, vous avez tous les lives qui sont là. On a fait des jolies playlists dans lesquelles on les met. Vous avez notre chaîne YouTube. Pareil, même combat. Colonne de gauche. Vous cliquez dessus, la chaîne YouTube. Et partagez. Là, on est encore 19 connectés. Si les 19 partagent ce live, ça va donner l'occasion à un plus grand nombre de pouvoir avoir accès à notre contenu, qui s'intéressent au sujet, donner leur avis. Et c'est toujours très intéressant que les lives continuent à vivre derrière et qu'il y ait des échanges, parce que nous, on s'inspire de ces échanges. Vous avez vu qu'on vient répondre. On vient donner des précisions quand les gens trouvent que c'était imprécis ou que c'était pas clair. On répond, on échange. Il y a des gens qui échangent entre eux, c'est ce qu'on veut. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer justement la société. Exactement. En fait, c'est une partie de notre participation à ce mouvement parce que on est tous interdépendants, on est tous reliés. Oui. Donc finalement, quand il y en a un qui partage, il y en a d'autres qui viennent mettre un commentaire et ainsi de suite et on se parle et il y a plein de synergies qui se font et c'est ça qui fait fonctionner les choses. Vous savez très bien que c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, on va vraiment tout faire pour être régulier tous les dimanches pendant l'été, où qu'on soit. Alors, il y a des fois, on n'a vraiment pas de réseau. La semaine dernière, on était à une réunion de famille. C'était les 20 ans de mon fiston qui était fêté avec sa nièce qui avait 10 ans. On pouvait vraiment pas s'éclipser pour faire un live, donc on n'en a pas fait. Mais vraiment, on essaiera de tout faire pour que régulièrement il y en ait un. On compte sur vous pour commenter ce live, poser des questions. Et même sur notre page Rends ta vie sublime, poser des questions. Alors, on est en train d'affiner un petit peu notre positionnement. Sandra, vous le savez, développe une page qui s'appelle Alma Deva Prod. Voilà. On vous encourage à aller regarder si ça vous intéresse et à liker seulement si ça vous intéresse, parce que ça va être une page très précise où on va amener des experts qui vont pouvoir aborder justement tous ces sujets de spiritualité, d'ego, d'éveil, d'énergétique. J'en oublie peut-être. En fait, c'est les traditions ancestrales que je veux mettre sur le devant de la scène. Et allez voir ça sur la page, vous verrez, c'est expliqué, elle a une petite vidéo d'accueil. Et puis aussi, moi, voilà. Et si parmi vous, il y a des entrepreneurs, moi, je suis en train de développer ma page Jean-Pierre Bonnet, où je vais vraiment donner des astuces, des conseils, des accompagnements aux entrepreneurs. Parce que ça fait maintenant un moment que j'y suis et je connais un petit peu toutes les erreurs finalement qu'on fait. J'en ai fait beaucoup. Je peux vous dire que le métier d'entrepreneur, l'ego il prend des claques parce que vous faites des choses puis derrière, bing, ça marche pas. Alors là, je peux vous dire que l'ego il en prend plein la tête et on a du mal. Je vous jure que le risque d'être en sur-ego est très compliqué. On a la chance en plus de travailler ensemble. Donc, n'hésitez pas, partagez ce live. Invitez des amis à aimer la page Rends ta vie sublime, invitez des amis à aller visiter la page Alma Deva Prod pour voir si des fois les experts qui vont être là ne vous intéressent pas aussi. Et puis nous on vous dit à dimanche prochain. N'oubliez pas, vous êtes le principal outil de la transformation de votre vie. Faites tout ce que vous pouvez pour que votre vie devienne sublime. Voilà, je crois qu'on a tout dit. En tout cas, merci de nous suivre et à très bientôt. Et passez une bonne fin de dimanche. Ciao.